l'anomalie du spread, le signal. Pendant plus de 50 ans, le prix mondial de l'or a été déterminé dans quelques bureaux à Londres et à New York. C'était une certitude immuable du système financier international. La LBMA, London Bullion Market Association, fixait le prix physique et le COMEX à New York fixait le prix des contrats futurs. Cependant, depuis quelques mois, une anomalie statistique majeure est apparue sur les écrans des traders, un écart de prix persistant que les manuels d'économie considéraient comme impossible dans un marché efficient. L'or se négocie désormais à Shanghai, avec une prime significative par rapport à Londres. En d'autres termes, le métal jaune vaut plus cher en Asie qu'en Occident. Ce spread n'est pas une erreur informatique. C'est le signal sismique d'un transfert de pouvoir historique. Alors que les marchés occidentaux continuent de traiter l'or comme un simple actif financier papier, spéculatif et dématérialisé, l'Est, mené par la Chine et la Russie, est en train de réinstaurer l'or comme une monnaie de règlement commercial physique. Nous assistons en temps réel à la fin du monopole de fixation des prix par l'Occident et à l'émergence d'un nouveau standard, le Moscow World Standard, couplé au Shanghai Gold Exchange. Ce documentaire n'est pas une analyse politique des alliances diplomatiques, c'est une autopsie technique de la plomberie financière mondiale. Nous allons analyser comment le marché de l'or est en train de se fracturer en deux. Un marché papier à l'ouest qui repose sur la dette et la confiance, et un marché physique à l'est qui repose sur la livraison immédiate et la possession tangible. Cette fracture est le prélude à une réévaluation massive de la valeur des actifs tangibles. Nous verrons comment l'arbitrage financier agit comme un aspirateur géant, drainant physiquement les coffres de Londres pour remplir ceux de Shanghai. Nous décortiquerons le mécanisme de la force majeure qui menace le COMEX si les demandes de livraison physique dépassent les stocks disponibles, et nous analyserons le rôle central de ce métal dans la création de la future unité de compte des BRICS, conçue pour contourner le système dollar, sans tirer un seul coup de feu simplement par la mécanique des flux commerciaux. Préparez-vous à comprendre pourquoi le prix que vous voyez sur votre écran n'est peut-être plus le vrai prix de l'or, et pourquoi les banques centrales accumulent du métal à un rythme jamais vu depuis 1967. Comprendre la fin de la LBMA, c'est comprendre la fin d'une ère monétaire et le début d'une autre, basée sur la réalité physique des actifs. Bienvenue dans l'analyse du nouveau standard or. Chapitre 1. L'illusion du papier. Le système LBMA-COMEX. Pour comprendre la rupture actuelle, il faut d'abord disséquer le fonctionnement du système qui domine depuis 1971. Le marché de l'or occidental, centré sur la LBMA à Londres et le COMEX à New York, est essentiellement un marché de produits dérivés. La grande majorité des transactions qui s'y déroulent ne concernent pas l'échange de métal physique, mais l'échange de promesses de livraison future. C'est ce qu'on appelle l'or papier. Dans ce système, les grandes banques d'investissement échangent des contrats synthétiques qui répliquent le prix de l'or, créant une liquidité artificielle massive qui permet de stabiliser les cours. La caractéristique centrale de ce système est le concept de réserve fractionnaire. Tout comme une banque commerciale prête plus d'argent qu'elle n'en a en dépôt, le marché de l'or papier émet beaucoup plus de contrats de propriété qu'il n'y a d'or physique dans les coffres pour les honorer. Les estimations varient, mais on parle souvent d'un ratio de 100 pour 1. Cela signifie que pour chaque once d'or physique réellement stocké dans les coffres de Londres ou de New York, il existe 100 propriétaires papier qui croient posséder cette même once. Tant que personne ne demande la livraison physique, le système fonctionne sur la confiance. Ce mécanisme a permis à l'Occident de contrôler le prix de l'or pendant des décennies. En pouvant créer de l'offre papier illimitée, via la vente de contrats à terme à découvert ou naked shorts, les acteurs financiers pouvaient absorber les pics de demande physique sans que le prix n'explose. Si la demande augmentait, il suffisait d'émettre plus de contrats papier pour satisfaire les acheteurs, maintenant ainsi le prix de l'or artificiellement bas par rapport à la masse monétaire en circulation. L'or était traité comme une devise fiduciaire, imprimable à volonté sous forme de certificat. La structure de la LBMA repose sur des comptes non alloués, unallocated accounts. Lorsque vous achetez de l'or dans une grande banque, vous ne possédez pas une barre numérotée spécifique. Vous possédez une créance sur le bilan de la banque libellée en or. Vous êtes un créancier non sécurisé. En cas de faillite de l'institution, vous ne récupérez pas votre or. Vous rejoignez la file des créanciers pour obtenir une compensation en monnaie fiduciaire. C'est cette subtilité juridique qui permet la multiplication des créances sur le même stock de métal. Le COMEX à New York fonctionne sur un principe similaire de cash settlement, règlement en espèces. La grande majorité des traders sur ce marché sont des spéculateurs qui n'ont aucune intention de toucher un lingot. À l'échéance du contrat, ils ne demandent pas la livraison, ils prennent leur profit ou leur perte en dollars. Cela signifie que le prix de l'or est déterminé par des gens qui n'échangent jamais d'or, mais qui parient simplement sur la direction d'une courbe graphique.
Le lien avec la réalité physique de l'offre minière et de la demande industrielle est distendu, voire rompu. Pendant longtemps, ce système a convenu à tout le monde. Les investisseurs avaient une exposition facile au prix de l'or sans les coûts de stockage, et les banques centrales pouvaient gérer la perception de l'inflation en gardant le thermomètre de l'or sous contrôle. C'était un marché de confiance entre gentlemen, basé à Londres, où la réputation des banques suffisait à garantir les échanges. Mais ce système présuppose que le monde entier accepte de jouer selon ses règles papier. Or, la faille de ce système réside dans son incapacité à faire face à une demande massive de livraison physique. Si une proportion significative des détenteurs de contrats demandait soudainement à récupérer leur métal, stand for delivery, le système s'effondrerait sous le poids de son effet de levier. C'est ce qu'on appelle un bank run sur l'or. Et c'est précisément ce risque que la nouvelle architecture de marché à l'Est est en train d'exploiter méthodiquement. Chapitre 2. La réalité physique. L'axe Moscou-Shanghai. Face à ce système virtualisé, un axe concurrent s'est structuré autour de deux places fortes, le Shanghai Gold Exchange, SGE, et le projet de Moscow World Standard. Contrairement à Londres ou New York, le Shanghai Gold Exchange est un marché strictement physique. La règle y est simple. Si vous vendez de l'or, vous devez avoir le métal dans le coffre certifié avant d'ouvrir la transaction. Si vous achetez, vous prenez livraison quasi immédiatement. Il n'y a pas d'effet de levier, pas de réserve fractionnaire, pas de vente à découvert sans actif. C'est un marché cash and carry. La Chine, étant le premier producteur et le premier consommateur mondial d'or, a logiquement voulu que le prix du métal reflète la réalité de l'offre et de la demande physique, et non la spéculation papier occidentale. Au SGE, le prix est déterminé par le flux réel de métal. C'est pourquoi, lorsque la demande physique est forte en Asie, ce qui est le cas actuellement, le prix à Shanghai monte au-dessus du prix de Londres, créant ce fameux Shanghai Premium. Ce n'est pas une anomalie, c'est le vrai prix du marché physique qui se détache du prix du marché papier manipulé. En parallèle, la Russie, coupée des marchés occidentaux par les sanctions, a accéléré la création de son propre standard, le Moscow World Standard, MWS. L'objectif était de créer une alternative à la LBMA pour certifier et échanger l'or. La Russie étant l'un des 3 plus gros producteurs mondiaux, elle dispose de la matière première nécessaire pour alimenter ce marché. L'idée est de créer un écosystème où l'or était négocié en devise nationale, rouble, yuan, et non plus en dollars, brisant le lien séculaire entre le pétrodollar et les matières premières. L'alliance entre ces deux géants change la donne. La Chine dispose de la demande, les consommateurs et la Banque populaire de Chine, et de la plateforme d'échange, SGE. La Russie dispose de l'offre, les mines et de la volonté politique. Ensemble, ils créent un circuit fermé de l'or qui échappe totalement à la juridiction américaine et britannique. L'or russe, banni de Londres, ne disparaît pas. Il coule simplement vers Shanghai et Hong Kong, où il est refondu, recertifié et absorbé par le marché asiatique insatiable. Cette nouvelle architecture privilégie la possession sur la promesse. Pour les nations de l'Est, l'or n'est pas un actif financier pour spéculer, c'est une réserve de souveraineté nationale. En accumulant du métal physique via ces bourses non occidentales, ces pays se dérisquent face au système dollar. Ils convertissent leurs excédents commerciaux en un actif qui ne peut être ni gelé, ni censuré, ni imprimé par une banque centrale étrangère. C'est une stratégie de fortification financière. Le Moscow World Standard propose également de fixer le prix de l'or par rapport à un panier de matières premières ou de devises nationales, et non plus par rapport au dollar US. Si ce mécanisme gagne en traction, cela signifierait que le prix de l'or ne serait plus inversement corrélé à la force du dollar, comme c'est le cas aujourd'hui, mais corrélé à la valeur réelle de l'énergie et des biens. Cela mettrait fin à la capacité de la Fed d'influencer indirectement le prix de l'or via sa politique de taux d'intérêt. En synthèse, l'émergence de ce pôle oriental marque la fin de l'unicité du prix de l'or. Nous allons vers un monde à 2 prix, un prix papier à l'ouest, potentiellement plus bas mais volatile et risqué, et un prix physique à l'est, plus élevé, reflétant la rareté réelle et la prime de sécurité. Le centre de gravité du marché des métaux précieux s'est déplacé, et les coffres de l'est se remplissent à mesure que ceux de l'ouest se vident. Chapitre 3. Le grand arbitrage, l'aspirateur à or. Le mécanisme qui détruit le monopole de la LBMA n'est pas une attaque politique, mais une force de marché irrésistible, l'arbitrage, puisqu'il existe désormais une différence de prix entre l'Ouest, Londres, New York et l'Est, Shanghai. Les acteurs financiers rationnels exploitent cet écart. Concrètement, les banques et les négociants achètent de l'or physique à Londres, au prix papier plus bas. Ce phénomène agit comme un aspirateur géant. Il draine physiquement les inventaires disponibles dans les coffres occidentaux, LBMA et COMEX, pour les transférer définitivement vers l'Asie. Une fois que cet or entre en Chine via le Shanghai Gold Exchange, il ne ressort quasiment jamais.
La Chine interdit l'exportation d'or monétaire. C'est un mouvement à sens unique. L'or part de l'ouest et s'installe à l'est. Les données douanières suisses, la Suisse étant le hub de raffinage mondial, confirment ce flux massif d'or partant vers la Chine et l'Inde. L'arbitrage met une pression immense sur les bullion banks occidentales, JP Morgan, HSBC, etc. Elles sont habituées à gérer des flux papier, mais elles doivent maintenant livrer du métal réel pour satisfaire les arbitragistes. Plus le Shanghai Premium augmente, plus l'incitation à vider les coffres de Londres est forte. Si les stocks de Londres baissent trop, la confiance dans le marché papier s'érode, car le ratio de couverture, le nombre de contrats papier par once réelle, explose vers des niveaux insoutenables. Ce drainage physique a une conséquence majeure, il réduit la liquidité réelle du marché occidental. Avec moins d'or physique en stock, les manipulations de prix via le marché papier deviennent plus dangereuses. Si quelqu'un vend massivement du papier pour faire baisser le cours, un acheteur asiatique peut simplement dire « Merci pour le rabais, je prends en livraison ». Cela transforme chaque baisse de prix artificiel en une opportunité d'achat physique accélérée pour l'Est, aggravant la pénurie de métal à Londres. La Russie joue un rôle clé en alimentant directement ce marché asiatique, contournant Londres. En vendant son or directement à Shanghai ou Dubaï, elle prive la LBMA de liquidités nouvelles. Le marché de Londres se retrouve donc pincé des deux côtés. Une fuite de ses stocks existants vers la Chine via l'arbitrage et une coupure des nouveaux approvisionnements venant de Russie. C'est une asphyxie lente mais mathématique de la place londonienne. Les statistiques de la LBMA montrent des niveaux de stock flottants, l'or disponible pour le trading immédiat, de plus en plus bas. Une grande partie de l'or stocké à Londres appartient à des ETF ou à des banques centrales et n'est pas à vendre. Le float disponible s'amenuise. Quand il atteindra zéro, le marché papier ne pourra plus honorer ses livraisons. Ce sera le moment de rupture où le prix de l'or physique se déconnectera totalement du prix papier. En conclusion de ce chapitre, l'arbitrage est le mécanisme par lequel le marché corrige les distorsions. En maintenant artificiellement le prix de l'or bas via des dérivés papier, l'Occident a involontairement subventionné l'accumulation d'or par l'Asie. La Chine et la Russie utilisant simplement les règles du marché libre pour démunir l'Occident de ses réserves stratégiques. C'est un transfert de richesse historique opéré en plein jour sous les yeux des régulateurs impuissants. Chapitre 4. L'unité BRIC et l'or comme monnaie. Au-delà de l'arbitrage commercial, la stratégie sino-russe a une finalité monétaire géopolitique. L'utilisation de l'or pour soutenir une nouvelle unité de règlement commercial, souvent appelée l'unité BRICS. Contrairement à l'euro ou au dollar, qui sont des monnaies de dette, ce projet vise à créer un instrument d'échange adossé partiellement, on parle de 40%, à de l'or physique et à un panier de matières premières. L'objectif n'est pas de créer une monnaie que les citoyens utiliseront pour acheter du pain, comme le rouble ou le yuan, mais une monnaie de facturation pour les États, pour régler les échanges de pétrole, de gaz et de marchandises. Dans ce système, l'or retrouve sa fonction millénaire, celle de l'extincteur de dette ultime. Si la Russie vend du pétrole à l'Inde en unité BRICS et que l'Inde a un déficit commercial, elle devra ultimement régler ce déficit en transférant de la valeur réelle, potentiellement de l'or. Cela empêche les déséquilibres commerciaux perpétuels que permet le système dollar, où les USA peuvent simplement imprimer des dollars pour payer leurs importations. Ce retour à une discipline matérielle favorise les pays producteurs de ressources et détenteurs d'or. Le Shanghai Gold Exchange joue ici le rôle de chambre de compensation. Il fournit le mécanisme de découverte du prix et de liquidité physique nécessaire pour que ce système fonctionne. Si l'unité BRICS est liée à l'or, alors le prix de l'or doit être libre et non manipulé par des marchés papier occidentaux. C'est pourquoi la destruction du monopole de la LBMA est un prérequis technique au lancement de cette nouvelle monnaie. On ne peut pas baser sa monnaie commerciale sur un actif dont le prix est fixé par son rival géopolitique. Les banques centrales des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, ont accumulé des quantités records d'or depuis 2022. Ce n'est pas une coïncidence. Elles préparent leur bilan pour cette transition. En remplaçant les obligations du Trésor américain, dette, par de l'or, actifs sans contrepartie, elles immunisent leurs réserves contre les sanctions et les saisies. L'or devient la garantie collatérale neutre du nouveau système commercial multipolaire. Ce système est particulièrement attractif pour les pays du Sud global, qui sont riches en ressources, mais pauvres en dollars. Il leur offre une alternative pour commercer entre eux sans passer par le système SWIFT, et sans subir les fluctuations des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine. L'or, étant universellement reconnu et apolitique, sert de pont de confiance entre des nations au système politique très différents. L'impact sur le dollar américain ne serait pas une disparition immédiate, mais une perte progressive de son statut de monopole dans le règlement énergétique, pétrodollar. Si une partie significative du commerce mondial de l'énergie bascule vers un règlement adossé à l'or,
La demande structurelle pour le dollar baisse et la demande structurelle pour l'or augmente. Cela forcerait mécaniquement une réévaluation du prix de l'or à la hausse pour qu'il puisse supporter ce volume d'échange. En résumé, l'or n'est plus vu par Moscou et Pékin comme une simple commodité ou un bijou, mais comme le fondement nécessaire d'un système financier indépendant. C'est l'antidote à l'arme du dollar. En drainant l'or physique de l'ouest vers l'est, ils ne font pas que spéculer. Ils construisent les fondations de béton de leur future architecture commerciale, laissant à l'Occident les fondations de papier. Chapitre 5. Le risque de force majeure et l'effondrement du COMEX. Que se passe-t-il lorsque la demande de livraison physique dépasse le stock disponible dans un marché à terme? C'est le scénario cauchemar du COMEX. Le défaut de livraison, juridiquement appelé force majeure. Dans les contrats du COMEX, il existe des clauses qui permettent à la bourse, en cas d'impossibilité de livrer le métal, de régler le contrat en cash au prix du marché, plutôt qu'en or. Si cette clause est activée, cela signifiera officiellement que le marché de l'or papier a fait défaut. Ce scénario n'est plus de la science-fiction financière. Avec le drainage continu vers l'Asie, les stocks enregistrés, registered stock, du COMEX, ceux qui sont disponibles pour la livraison immédiate, ont atteint des niveaux historiquement bas par rapport au nombre de contrats ouverts, open interest. Le ratio de couverture se tend. Il suffirait qu'une poignée de gros acteurs, hedge funds ou banques centrales, exige la livraison physique simultanément pour assécher totalement le stock disponible. Si le COMEX déclare la force majeure et force un règlement en cash, cela créera une rupture immédiate du prix. Le prix papier pourrait s'effondrer ou être gelé, tandis que le prix physique sur le marché libre, Shanghai, Dubaï, marchande de pièces, exploserait à la hausse. On verrait alors deux prix de l'or, un prix officiel affiché sur les écrans de télévision, virtuel, et un prix réel payé dans la rue pour obtenir une pièce, tangible. L'écart entre les deux pourrait atteindre des milliers de dollars. Cette crise de liquidité révélerait que le roi est nu. Les investisseurs qui pensaient être protégés par des ETF or ou des contrats de futur réaliseraient qu'ils ne détiennent qu'une exposition au prix, pas à l'actif. Dans un moment de panique financière, une créance papier ne vaut rien si la contrepartie fait défaut. Seul celui qui détient la clé du coffre ou la pièce dans sa main est protégé. C'est la différence brutale entre la propriété et la créance. La réaction des autorités occidentales serait probablement de tenter de limiter le marché de l'or, peut-être en augmentant les marges requises pour traders, ou en imposant des taxes sur les profits exceptionnels, windfall tax. Mais ces mesures ne feraient qu'accélérer la fuite vers le marché physique et vers les juridictions orientales. Le contrôle des prix a historiquement toujours mené à la pénurie. Si l'Occident tente de fixer le prix de l'or trop bas, tout l'or disparaîtra vers l'Est encore plus vite. Les banques systémiques qui sont short, vendeuses à découvert, sur l'or pour couvrir leur position subiraient des pertes colossales en cas de short squeeze physique. Si elles doivent racheter du métal réel pour couvrir leur position papier, alors qu'il n'y en a plus, le prix peut monter à la verticale. Ce serait un événement de type GameStop, mais sur la classe d'actifs la plus importante au monde, avec des conséquences systémiques pour le bilan des banques too big to fail. En conclusion de ce chapitre, le système COMEX par LBMA est un géant aux pièces d'argile, dépendant d'une liquidité physique qu'il ne contrôle plus. La stratégie sino-russe consiste simplement à laisser ce système s'épuiser lui-même. En continuant d'acheter du physique sans jamais le remettre dans le circuit papier, il pousse inéluctablement le COMEX vers le défaut technique, le moment de vérité où le papier brûle et seul le métal reste. Chapitre 6. Synthèse et nouvel ordre monétaire. Nous arrivons au terme de cette autopsie du marché de l'or. Les faits sont là. Le monopole de Londres et New York, incontesté depuis 50 ans, est techniquement brisé. Le long spread, entre Shanghai et Londres, est la preuve vivante que le centre de gravité s'est déplacé. L'or physique migre d'ouest en est, transformant les réserves occidentales en actifs stratégiques orientaux. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est une réalité logistique documentée par les flux douaniers et les prix de marché. La création du Moscow World Standard et la montée en puissance du Shanghai Gold Exchange ne sont pas de simples réformes techniques. Elles sont les infrastructures du monde multipolaire. Elles permettent à la Russie et à la Chine de s'immuniser contre le système financier basé sur le dollar. En réinstaurant l'or comme actif de règlement commercial ultime, elles préparent un retour aux fondamentaux de l'économie, la valeur réelle contre la valeur virtuelle. Pour l'investisseur individuel ou l'épargnant, cette analyse a des implications profondes. Elle suggère que détenir de l'or papier, certificat, ETF non alloué, comporte désormais un risque de contrepartie majeure. Dans le nouveau paradigme qui émerge, la possession physique directe hors du système bancaire devient la seule véritable sécurité. La prime que l'on voit aujourd'hui à Shanghai pourrait bien devenir la norme mondiale demain.
Nous entrons dans une période de volatilité extrême où les vieilles corrélations, l'or baisse quand les taux montent, pourraient se briser. L'or redevient une monnaie politique et stratégique. Si les BRICS lancent effectivement une unité de compte adossée à l'or, cela créera un plancher sous le prix du métal, déterminé non plus par la spéculation de Wall Street, mais par les besoins du commerce mondial réel. L'Occident se retrouve face à un dilemme: accepter la revalorisation de l'or, et donc la dévaluation implicite de ses devises fiat, ou tenter de combattre le marché physique, une bataille qu'il est mathématiquement destiné à perdre faute de stock. La fenêtre de tir pour accumuler des actifs tangibles à des prix fixés par le papier est en train de se refermer. L'histoire financière nous enseigne que les systèmes monétaires ont une durée de vie limitée. Le système de l'étalon dollar, né en 1971, montre des signes d'épuisement. La migration de l'or vers l'Est est le signe avant-coureur de la prochaine phase. Ce ne sera pas la fin du monde, mais ce sera la fin d'un monde. Celui où l'on pouvait imprimer de la richesse sans contrainte. La réalité physique reprend ses droits. L'or, relique barbare selon Keynes, est en train de devenir l'actif le plus moderne du XXIe siècle, l'ancre de stabilité dans un océan de dettes. La Chine et la Russie l'ont compris et ont agi en conséquence. La question est, l'avez-vous compris ? Si cette analyse technique vous a permis de comprendre pourquoi le prix de l'or sur votre écran ne raconte pas toute l'histoire, laissez un like pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous, car dans la prochaine vidéo, nous analyserons un autre pilier qui s'effondre. Le marché de la dette souveraine et pourquoi les banques centrales sont piégées. Ne restez pas avec des cartes périmées dans un monde qui change de territoire. À très vite.